Matin. Il est 7h13, bienvenue sur Europe 1. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Léonard Zerbib. Bonjour. Avocat, spécialiste en droit constitutionnel. Alors on a suivi cette décision hier du Conseil constitutionnel sur plusieurs dossiers. Tout d'abord le retour de l'acétamipride, c'est non. L'allongement de la durée de rétention administrative des étrangers dangereux de 90 à 210 jours, c'est non. Et le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, c'est oui. Pour commencer, Léonard Zerbib, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que 9 juges élus peuvent censurer des décisions prises par le Parlement. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces juges-là ne sont pas élus. Ce sont 9 juges qui sont nommés par le président de la République, nommés par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est toute la difficulté de cette institution qui, au départ, n'a pas été pensée par le général de Gaulle comme une juridiction. C'était un organe de régulateur du pouvoir qui était fait essentiellement pour préserver la compétence du Parlement par rapport à celle du règlement et qui aujourd'hui a de nombreuses attributions. Donc c'est elle qui est compétente pour vérifier la constitutionnalité des lois lorsqu'elle est saisie, notamment par des parlementaires, comme c'est le cas pour ces différentes saisines. Mais aussi aujourd'hui, elle a des pouvoirs très larges, c'est-à-dire que même une fois que la loi est adoptée, via ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion d'un litige, le Conseil constitutionnel peut être saisi et a des pouvoirs très importants, c'est-à-dire qu'il peut, comme il l'a fait sur certaines de ces décisions dont vous parlez, déclarer des dispositions non conformes à la Constitution. Il peut même faire ce qu'on appelle des réserves d'interprétation, c'est-à-dire estimer que la loi elle est conforme sous certaines réserves. Et ça pose une question parce que effectivement, ces nominations sont des nominations politiques. Ce ne sont pas des juges professionnels pour la plupart d'entre eux. Ce ne sont même pas d'ailleurs des juges élus. Et surtout, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ce sont des décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire qu'une fois que le Conseil constitutionnel rend sa décision, on ne peut pas aller en appel, on ne peut pas demander une nouvelle décision. La décision est définitive et la loi doit ensuite être promulguée par le président de la République. De là à dire que le Conseil constitutionnel s'arroge des droits législatifs ? Il ne s'arroge pas véritablement des droits. On peut estimer qu'il a sans doute élargi un certain nombre de ses pouvoirs. Par exemple, en 1971, il y a une célèbre décision avec laquelle il a élargi ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit contrôler non seulement les textes par rapport à la Constitution, le texte de la Constitution, mais beaucoup plus largement tout le préambule, c'est-à-dire les droits de l'homme, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement de 2004, le préambule de la Constitution de 1947. Ça fait beaucoup de textes sur lesquels il peut aujourd'hui utiliser une palette de droits juridiques pour pouvoir véritablement faire son contrôle. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que régulièrement, le constituant et le législateur lui ont donné de nouveaux pouvoirs. Et par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, a ouvert la saisine aux parlementaires à 60 députés et 60 sénateurs, ce qui n'existait pas auparavant. Donc oui, le Conseil constitutionnel a des pouvoirs très larges, mais en même temps, c'est aussi le politique qui lui en a donné. Et maintenant, je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'on veut faire de cette institution. Est-ce que ça reste une juridiction ? Ou alors est-ce qu'on veut lui redonner ce qu'elle était initialement en 1958, un rôle peut-être plus politique ? En attendant, elle a pris la décision de valider la réforme du scrutin municipal dans les 3 plus grandes villes de France, à Paris, Lyon et Marseille, qui vient mettre un terme à des règles en vigueur depuis 1982. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que prévoit le nouveau texte qui va entrer en vigueur ? Alors, simplement d'abord, une précision sur ce qu'était le système actuel. Le système actuel comportait un certain nombre de défauts majeurs, une difficulté de lisibilité, et elle pouvait, même si c'était rarement le cas, rendre possible l'élection d'un maire qui, en réalité, n'a pas obtenu la majorité des suffrages à l'échelle de la commune, ce qui a été le cas, par exemple, en 1983, avec Gaston Defferre, qui avait été réélu avec moins de voix que Jean-Claude Gaudin. Désormais, ce que prévoit la réforme, c'est 2 principales choses. La première, c'est d'instaurer 2 scrutins distincts dans ces métropoles. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour ceux du conseil municipal ou à Paris, ce qu'on appelle le Conseil de Paris. C'est-à-dire que désormais, les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais auront 2 bulletins de vote qui seront 2 bulletins de vote distincts, là où aujourd'hui ils votaient pour des conseillers d'arrondissement et dans le même temps, sans même véritablement s'en rendre compte, ils votaient aussi pour des conseillers municipaux. Ça, c'est la première réforme. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la prime majoritaire, c'est-à-dire que actuellement, la liste qui l'emporte
a une prime majoritaire. Elle obtient la moitié des sièges du conseil municipal, donc c'est la prime majoritaire de 50%. C'est d'ailleurs ce qui existe dans toutes les autres communes de France. Eh bien, à Paris, il y aura une spécificité, c'est la prime majoritaire de 25%, c'est-à-dire que la liste qui l'emporte n'aura qu'un quart du nombre de sièges à pourvoir, et puis pour tous les autres sièges, eh bien, ils se répartissent en fonction des différentes forces de l'opposition. Donc à Paris, cela donnera, on va dire, un avantage aux oppositions. Pour interpréter cette réforme du scrutin, est-ce que certains parlent d'un tripatouillage électoral à quelques mois maintenant des municipales? Qui est-ce que ça va servir, en fait, ces nouveaux scrutins dans les 3 villes? Alors, c'est toute la question. Il y a eu des simulations qui ont montré que si la réforme actuelle s'était appliquée en 2020, il y aurait eu sans doute des petites divergences, mais que fondamentalement, les majorités qui sont sorties en 2020 dans ces 3 villes seraient restées les mêmes. Il y aurait peut-être même d'ailleurs à Paris une majorité plus large pour les socialistes. Donc c'est très difficile de dire à l'avance si c'est ce mode de scrutin qui va fondamentalement changer la donne. Ce qui est certain, c'est que les oppositions peut-être devront davantage coaliser, que ce sera peut-être plus compliqué d'obtenir une majorité stable, mais surtout ça va, me semble-t-il, résoudre une injustice qui existe actuellement. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le 11e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement très à gauche, vous avez sur les 11 conseillers de Paris, 10 qui sont des conseillers de gauche. Donc quand vous êtes un électeur de droite dans le 11e arrondissement, vous aviez un peu l'impression jusqu'à maintenant que votre voix ne servait pas à grand-chose, ne comptait pas. À l'inverse, si on prend le 16e arrondissement de Paris, eh bien sur les 13 conseillers de Paris, vous en avez 12 qui sont des conseillers de droite. Et donc là, cette réforme, elle résout cette injustice puisque vous aurez un bulletin de vote dédié en fait pour ce conseil municipal. Et donc même si vous êtes dans un arrondissement ou dans un secteur pour Lyon et Marseille qui est très à droite ou très à gauche, eh bien si vous êtes un électeur d'opposition, vous aurez davantage la possibilité d'influer directement le conseil municipal. Et surtout, cette réforme va clarifier les choses. Plus de clarté, plus de personnification. Les électeurs de Paris, Lyon et Marseille pourront davantage comprendre qui est la tête de liste, qui est leur futur potentiel maire de la ville. Donc un encouragement aux alliances, plus de transparence et surtout redonner le même poids, ou presque, à tous les électeurs lors des élections municipales, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est simplement, effectivement, ce que disaient les auteurs de la proposition de loi, c'était qu'il faut que chaque électeur ait le même poids politique où qu'il se trouve à Paris, qu'il se trouve à Lyon, à Marseille ou dans d'autres villes. C'est vrai qu'on a cette spécificité à Paris, Lyon et Marseille des conseillers d'arrondissement. Ça n'existe pas dans les autres communes. C'est aussi lié à la spécificité de ces villes qui ont plus d'habitants. Dans les autres villes, on a entre 7 et 69 conseillers municipaux. À Paris, c'est beaucoup plus. C'est 163 conseillers de Paris. À Marseille, c'est 101 conseillers municipaux. Et à Lyon, c'est 73. Donc, la taille de ces villes justifie ces dispositions très particulières. Et effectivement, il y avait cette injustice que, me semble-t-il, la réforme tente de réparer pour justement une meilleure représentativité, peut-être davantage de droits d'opposition, et nous verrons bien si effectivement cette réforme favorise un camp ou l'autre, mais rien n'est moins sûr. Il pourrait tout à fait, les majorités actuelles pourraient tout à fait subsister avec la réforme. Merci Léonard Zerbib. Merci à vous. Avocat constitutionnaliste, merci d'être venu en direct sur Europe 1.